Les écrivains médiévaux ont transformé les récits d'un barde obscur en légende d'un puissant sorcier qui a placé le roi Arthur sur le trône de Camelot. Les vieillards sages, dotés de pouvoirs magiques et parfois de longues barbes blanches, sont les sorciers par excellence. Ces hommes mystiques possèdent des pouvoirs magiques qui peuvent être utilisés pour le bien ou le mal, et la littérature en regorge. Prospero, le personnage central de La Tempête de Shakespeare, est le duc de Milan en exil qui obtient des pouvoirs magiques lorsqu'il est abandonné sur une île. Le personnage central du roman de L. Frank Baum de 1900, le merveilleux magicien d'Oz, règne en tant que mystérieux dirigeant magique de la Cité d'Émeraude. Gandalf le Gris, fumeur de pipe, est un conseiller bienveillant et puissant dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien des années 1950. Et bien sûr, il y a le bienveillant Albus Dumbledore, directeur de l'école des sorciers de Poudlard dans la série de livres Harry Potter des années 1990, qui utilise ses pouvoirs pour le bien commun. Mais il y a un sorcier, Merlin le Grand, qui les inspire tous. Depuis sa première apparition dans la littérature médiévale, il a évolué au fil des siècles, passant du statut de barde gallois à celui de sorcier métamorphe. Il est au cœur de la légende arthurienne en tant que l'un de ses personnages les plus fascinants. Le sorcier est victime de la sorcellerie de la Dame du Lac, qui, selon Thomas Malory, aurait donné l'épée Excalibur à Arthur. Le tout premier Merlin n'était pas un sorcier. Des sources du Moyen-Âge parlent d'un barde ou poète gallois du VIe siècle, Myrdin Wilt, qui vivait à la cour de Gwendolen, le roi des territoires de langue galloise du sud de l'Écosse et du nord de l'Angleterre. Selon l'histoire, Gwendolen est tuée en 573 à la bataille d'Arfderydd et le carnage rend Myrdin fou. Il s'enfuit dans les forêts d'Écosse où il vit pendant 50 ans comme un ermite sauvage, s'exprimant à travers des vers énigmatiques et acquérant le don de prophétie. Dans la tradition celtique, les bardes et les poètes sont liés à la prévision de l'avenir. Myrdin Wilt apparaît comme un prophète dans le poème Arme Prydein du Xe siècle qui prédit comment une alliance entre les Celtes et les Vikings d'Irlande du Nord chasserait les Anglo-Saxons de Grande-Bretagne. Le barde du VIe siècle Myrdin Wilt a peut-être été l'inspiration originale de Merlin. Il a servi un chef gallois. Merlin a pris une forme plus familière dans les textes du XIIe siècle de l'auteur gallois Geoffroy de Monmouth. Révisant habilement la tradition galloise, il fit de Merlin une figure centrale dans ses 3 livres, Prophétie de Merlin, le poème La vie de Merlinette, le plus célèbre, l'Histoire des rois de Grande-Bretagne, alors que le personnage principal de la vie de Merlin ressemble à Myrdin Wilt de la tradition galloise, le nouveau, Merlin y apparaît. Cette version révisée est un puissant sorcier qui permet au roi Arthur de prendre le trône d'Angleterre. Pour créer ce personnage, Geoffrey s'est inspiré de l'histoire des Bretons, attribuée au moine gallois du IXe siècle Nennius. Le livre de Nennius raconte l'histoire du méchant roi Vortigern, un usurpateur du trône, qui a permis aux Saxons de s'installer sur l'île de Grande-Bretagne. Vortigern veut construire un château, mais à chaque tentative, les fondations disparaissent. Ses magiciens lui disent que le seul moyen de les sécuriser est de trouver un garçon sans père, de le sacrifier et de baigner les fondations dans son sang. Alors, ils capturent un garçon, Ambrosius, le fils d'une religieuse qui prétend être vierge. Le jeune homme affronte les magiciens et prétend que 2 vers géants, l'un rouge et l'autre blanc, résident sous les fondations fragiles du château et sont engagés dans un combat. Selon Ambrosius, leur dispute est un signe avant-coureur d'un conflit entre Britanniques et Saxons. Geoffrey a mélangé le personnage de Merlin, sur lequel peu de choses avaient été écrites à l'époque, avec le jeune Ambrosius de l'histoire de Nennius, enrichissant la narration de nouveaux détails. La mère de Merlin reste religieuse, mais l'enfant est conçu avec un incube, un démon mâle. Les peuples médiévaux croyaient que les démons étaient plus intelligents que les humains et pouvaient prédire le cours des événements. Dans l'œuvre de Geoffrey, Merlin hérite de ses qualités, qu'il utilise pour le bien. Geoffroy de Monmouth a combiné les caractéristiques du voyant de la mythologie païenne avec une promotion des valeurs chrétiennes
créant un mélange unique d'éléments historiques et légendaires. Vortigern regarde les dragons cachés se battre, révélés par Merlin, dont les mouvements provoquent l'effondrement de sa tour dans cette illustration. Une autre différence est que Geoffrey transforme les deux vers combattants en deux dragons combattants, un rouge et un blanc. Merlin explique que le dragon rouge représente les Britanniques et le dragon blanc représente les Saxons, qui finiront par remporter la victoire. Dans cette prophétie, il prédit essentiellement les premiers jours du récit arthurien, mais il ne s'arrête pas là. Merlin présente en tout une centaine de prophéties, y compris la domination d'Arthur et le cours de l'avenir imprévisible de l'Angleterre. Le nouveau Merlin de Geoffrey connut un grand succès, à tel point qu'un auteur anglo-normand, Wace, qui évoluait entre les deux rives de la Manche, traduisit l'histoire dans sa langue vernaculaire. Le résultat fut le roman de Brut, un poème de près de 15 000 vers un français normand achevé vers 1155. Il contient la première apparition littéraire de la table ronde. Beaucoup pensent que cela fait partie d'une tradition orale bien avancée là. Le roman de Brut n'est pas une simple traduction. Wace a modifié le matériel à sa guise. Par exemple, il a supprimé les prophéties de Merlin. Il se justifiait par le fait que de nombreux passages étaient incompréhensibles, même s'il souhaitait peut-être éviter leur caractère politique. Un nouveau développement narratif dans l'histoire de Merlin apparaît au XIIe ou XIIIe siècle grâce à l'écrivain Robert de Boron. Inspiré par Wace, il composa son Merlin en vers, mais seuls des fragments de cette œuvre survivent jusqu'à nos jours. Le texte a ensuite été repris en prose vers 1210, peut-être par Boron lui-même, et grâce à cela, le contenu du poème a été préservé. Dans une miniature du XIIIe siècle, Merlin raconte ses récits et ses actes au pasteur Blaise, son professeur et confesseur de sa mère, à gauche. Le travail de Boron s'ouvre sur un clerc Blaise, déterminé à écrire sur Merlin, expliquant qu'il traduit une histoire latine dictée par Merlin lui-même. Après cette introduction, la scène change, et le lecteur apprend qu'à la naissance de Merlin, un conseil de démons conspire pour faire du bébé une sorte d'antéchrist, leur agent sur terre. Leurs projets échouent car l'enfant est baptisé par sa mère et devient chrétien, même s'il est fils d'un incube. Merlin est un personnage positif, malgré sa naissance démoniaque, et certains aspects qui le lient à la magie pré-chrétienne, comme la capacité de se métamorphoser. Vortigern réapparaît alors sur le texte de Boron, et sa mort est prédite par Merlin. Le sorcier rejoint le nouveau roi Pendragon et son frère Uther dans la guerre contre les envahisseurs saxons. Merlin érige Stonehenge en l'honneur des morts et crée la table ronde. C'est également Merlin qui fait se rencontrer Uther et Ygerne, l'épouse du duc de Cornouailles. Leur union aboutit à la naissance d'Arthur, dont Merlin sera le mentor. Le texte se termine par la victoire d'Arthur qui remporte la couronne britannique en retirant une épée d'une pierre. Une miniature de Merlin du XIIIe siècle, à Stonehenge. On pense qu'il a rapporté les roches d'Irlande. Merlin continuerait d'évoluer à partir de sa représentation dans l'œuvre de Boron, qui a jeté les bases du reste des œuvres à venir sur le roi Arthur et Camelot. Au XVe siècle, le Morte d'Arthur de Sir Thomas Malory, écrit en anglais vers 1470, raconte la légende arthurienne dans un ordre chronologique commençant par la naissance d'Arthur. Présenté comme le mentor d'Arthur qui joue un rôle déterminant dans tous les aspects de sa vie, Merlin de Malory est le point culminant de toutes les autres versions du puissant sorcier. La magie de Merlin a continué à inspirer différentes représentations du personnage dans de nombreux genres différents, jusqu'à l'ère moderne. Mark Twain a dépeint Merlin comme un escroc dans son roman A Connecticut Yankee in King Arthur's Court. Le poète et cinéaste français Jean Cocteau a transformé Merlin le magicien en un vieil homme cruel et manipulateur dans Les Chevaliers de la Table Ronde. L'une des œuvres les plus mémorables est apparue en 1960, la comédie musicale Camelot de Broadway, basée sur la série de romans de l'écrivain britannique T.H. White, The Once and Future King, dans laquelle Merlin est un professeur maladroit mais sage qui encourage le jeune Arthur à penser par lui-même.
De nombreux films ont été basés sur la légende arthurienne, y compris le grandiose Excalibur de John Boorman, mettant en vedette le Campy Merlin de Nicole Williamson. Il y a aussi la satire britannique Monty Python et le Saint Graal, dans laquelle il n'y a pas de Merlin du tout. À partir de 2008, Merlin est apparu sur BBC One en tant que drame d'aventure fantastique. Reconnaissant que la légende d'Arthur avait été tuée, cette émission populaire présente Merlin dans une histoire de passage à l'âge adulte aussi grossière mais adorable qu'il apprend à devenir sorcier. Les éléments familiers incluent Excalibur, Guenièvre et Lancelot, mais il est vrai que c'est loin de la légende arthurienne originale.